خاوتي هذا الميموار تلاقيت مع واحد الانسان اون بان في الطريق وكان عندي ديرفي كي سكانيت له هذاك السيتروان بيرلانغو وناض ما حبيتش نخلص عليه قال لي واش تخدم قلت له عندي شان في يوتيوب هذه فيشه قلت له راني نتعلم على كروشي قال لي هاكا ولدي هذا الميموار ولو كانت تفسر لي اللغز قال لي بدلوها كانت مليحه هاكا راه راكبه مليح قال لي لو كانت تفسر لي اللغز اطلب كاتاغ ولا اس ام 2 برو نديروا تحقيق عليه. شوفوا مليح هذاك السياناف الفوقاني شوفوا خاوتينا قبل ما نسودي فيه لقيت باللي كانوا مبوانتين فيه من قبل السياناف والبوت هذيك النقطه هذيك كانوا سياو قراوها من قبل حنايا معليش نتعلموا فيها. معنا اليوم كالكيلاتير سيارة كونغو الجيل الثاني الجميع أجمعوا على أنها خردة ولا تصلح بعد أن انقطعت السبل التواصل معها، لكننا اليوم وبالتعاون معكم ومع الأصدقاء سنطرح الأسئلة الحقيقية. هل المشكل في التغذية الأليمونتاسيون الموجب؟ هل الأرضي الماس هو السبب؟ أم أننا أمام مشكلة كوميونيكاسيون في البروتوكول الكانبيس؟ C'est fascinant parce que ça montre que le diagnostic, c'est pas juste brancher un écran, c'est de la logique et de l'observation. Mais bon, cette petite victoire mécanique, c'est souvent l'arbre qui cache la forêt en fait. Grave, parce que l'histoire du Berlingo, elle s'arrête pas là. Le propriétaire, super ému, il voulait payer le technicien refuse, explique qu'il fait ça pour sa chaîne YouTube, pour la programmation automobile. Ah, sympa. Et du coup, le propriétaire lui sort un autre défi, c'est ça? Exactement. Le gars sort un calculateur de Renault Kangoo, un Continental EMS 3110 hors service. Et il lui dit, celui qui trouve la panne gagne un Katag ou un SM2 Pro. Un vrai défi de pro. Ah oui, le Continental EMS 3110, là on rigole plus. C'est un modèle massivement utilisé par Renault ou Dacia. Et quand ça tombe dans un coma profond, c'est pas juste une fiche à rebrancher. Bah non, et c'est justement la mission de notre exploration d'aujourd'hui. On va plonger dans cette documentation technique pour comprendre comment on fait quand il s'agit plus de pousser une prise en plastique, mais de forcer un système hyper sécurisé. Ouais, parce que les sources qu'on a aujourd'hui, c'est du lourd. On a des manuels d'outils professionnels, de reprogrammation, qui ressemblent presque à du matériel. Grave, du K-Tag, du Trace Data, du OBD Star. Et on a même des schémas de câblage confidentiel d'Auto-Electronica et les notes d'intervention d'un vrai technicien sur le terrain. C'est ça. Et passer du faux contact du Berlingo à l'ouverture de cette EMS 310, c'est comme passer d'un vieux canard rouillé à une porte de banque avec reconnaissance biométrique. L'ECU, c'est vraiment devenu un bastion numérique. Alors, décortiquons ça un peu. Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce Continental EMS 3110 ? En fait, ce qui est fascinant ici, c'est l'architecture même de ce boîtier. C'est un peu le cerveau limbique de la voiture. Tricor, bootloader tricor. Son cœur matériel, c'est un microcontrôleur qui s'appelle le TC1766. De la famille Tricor, c'est bien ça ? Exactement. Et tu sais, l'industrie automobile, elle fonctionne sur des économies d'échelle massives. Ils vont pas s'amuser à fabriquer un ordinateur différent pour chaque modèle. Le processeur physique est le même partout. Rigoureusement le même. Que tu sois sur une petite Clio 3 ou une Dacia Duster tranquille, ou alors sur une Mégane 3 2.0 turbo de 265 chevaux conçue pour faire du circuit. Attends, c'est la même pièce physique pour 75 chevaux et pour 265 chevaux ? Ouais. La seule différence entre le moteur paisible et le monstre de puissance, c'est le logiciel. C'est la cartographie qui est codée dans les secteurs de mémoire de ce processeur. C'est quand même vertigineux de réaliser ça. La puissance mécanique d'une voiture, c'est juste une variable informatique. Une simple ligne de code qu'on pourrait en théorie modifier. En théorie, oui. Mais en pratique, c'est une autre histoire. Ben justement, comment on communique avec ce cerveau ? Parce que bon, un calculateur, ça reste un ordi. Ça devrait être comme une grosse clé USB pour la voiture, non ? Il y a bien la prise OBD sous le volant. Ah, la fameuse prise OBD. C'est la méthode la plus connue, celle que ton garagiste ou le contrôle technique utilise pour lire les codes défauts ou faire des datalogues. Voilà. Pourquoi on peut pas juste brancher un PC portable là-dessus, ouvrir le fichier du moteur et, je sais pas, changer les données comme on éditerait un fichier Word ? Si seulement c'était si simple. L'approche par la prise OBD, c'est un peu comme parler à l'interphone d'un immeuble ultra sécurisé. Ok, je vois l'image. Tu peux demander des infos de base, genre s'il y a un colis ou s'il y a un défaut, mais le vigile va jamais te laisser descendre dans la salle des coffres au sous-sol. Parce que les constructeurs protègent leur propriété intellectuelle, j'imagine. Ça coûte des milliards de développer ces moteurs. Tout à fait. Le code qui gère la combustion ou les normes anti-pollution, c'est un secret industriel majeur. Donc la porte OBD, elle est blindée par des mots de passe dynamiques et des signatures numériques. أسود الأبيض الكان العالي الأخضر الكان المنخفض وهذيك لاسودير عندنا الرمادي والبانس كروكوديل هذاك البوت وعندنا الأزرق البانس كروكوديل CNF 1. اوكي. Mais quand cette porte principale refuse de s'ouvrir, ce qui arrive souvent quand on veut modifier la cartographie ou réparer une panne lourde, les techniciens font quoi, Ils sortent l'artillerie lourde. Ils passent par ce que la doc technique appelle le mode boot. Le mode boot. Alors ça, quand tu lis les manuels des outils comme le Katag ou le BD Star, ça ressemble plus à une opération militaire qu'une vidange. C'est clair. On quitte totalement le monde de la mécanique, là. On entre dans la guerre de la cryptographie. هذوك الألوان اللي شفناهم بالكاتاغ
من بعد اللي تحققنا من البرونشمون من البين اوت راح نفوتو دركا بالجهاز الكودياك. الاونديلير انا نستعمل هذا الاونديلير. Dans le manuel du CATAG, il parle d'une technologie qui s'appelle GPT, la Generic Protection Technology. C'est fait exprès pour vaincre ces fameux processeurs tricore. Ouais, parce que le processeur génère des mots de passe dynamiques qui changent à chaque requête. Tu peux pas juste faire une attaque par force brute pour les deviner, ça prendrait des années. C'est là que je bloque un peu. Si le mot de passe change tout le temps, comment le CATAG fait pour rentrer? Il devine pas le mot de passe. Non, il devine pas. La fonction GPT, c'est beaucoup plus malin que ça. En fait, c'est carrément une manipulation du temps. Une manipulation du temps. Genre retour vers le futur? Presque. Écoute bien. Quand le processeur démarre, dans les toutes premières millisecondes, il doit manipuler ses propres clés de sécurité dans sa mémoire vive pour se déverrouiller lui-même. Ok, il sort sa clé de son propre coffre pour s'ouvrir de l'intérieur. Exactement. Et le protocole GPT, il envoie des signaux de synchronisation ultra précis pour figer le processeur exactement à ce moment-là. Oh waouh, un vrai braquage temporel en fait. C'est ça. Le KETAG fige le système à la milliseconde où la clé est de sortie, il la copie et après, il a accès libre à la mémoire flash et à l'EEPROM. La flash pour la carte au moteur et l'EEPROM pour l'antidémarrage, c'est ça? Ouais. Mais des fois, cette ruse temporelle marche pas, sur d'autres architectures ou si les sécurités sont différentes. Et c'est là qu'intervient Trace Data d'après nos sources. Eux, ils ont une approche encore plus agressive. Ils passent par un port interne qui s'appelle le BDM, avec un adaptateur très spécifique. L'adaptateur universel F34TD003, ouais, avec des connexions directes via un fil jaune appelé DSEDO et un fil PO4. C'est hyper précis, on dirait qu'ils ignorent totalement le logiciel pour aller paper directement sur le silicium. Bah, c'est exactement ce qu'ils font. Le port BDM pour Background Debug Mode, c'est un accès de très bas niveau. C'est prévu par les fondeurs de puces en usine pour tester la carte mère avant même que Renault ou Continental mette son logiciel dessus. Donc c'est l'accès ultime. On ne demande même plus la permission au système, on dicte les ordres à l'électronique brute. Tout à fait. C'est ça qui est dingue avec la standardisation inexistante. Les constructeurs compliquent l'accès à fond, donc les fabricants d'outils doivent trouver ces petites portes dérobées matérielles. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Parce que la théorie du GPT ou du BDM, c'est bien, mais dans la vraie vie, ça donne quoi? Bah, regarde les notes du technicien, McCoy. Lui, il intervient sur une Renault Fluence et il doit faire une sauvegarde complète de son EMUS 3110, un backup. Et il lit pas confortablement assis avec un PC sur les genoux, on est d'accord. Il doit extraire physiquement les CU du moteur. Ah bah il l'arrache à la voiture, ouais. Il doit couper le joint d'étanchéité au silicone, forcer le lourd boîtier en aluminium pour mettre la carte mère à nu. Rien que ça fait transpirer. Si tu dérapes avec ton tournevis sur le circuit imprimé, tu flingues le calculateur direct. C'est sûr. Et après, pour réveiller ce boîtier sur l'établi, il doit recréer tout l'écosystème de la voiture. C'est ce que montre le schéma d'Auto-Electronica. Il faut connecter la masse sur la broche H1 avec le câble noir. Puis tu injectes du 12 volts sur les broches D1 et M3 avec les câbles rouges et orange pour simuler la grosse batterie de la voiture. Et après, il faut recréer le système nerveux, le buscan. Les broches A4 et A3 avec les câbles blancs et verts. Sinon, le boîtier se croit mort et refuse de s'allumer. Exactement. Mais même avec tout ça, le processeur reste verrouillé. C'est là qu'il faut utiliser le fameux fil gris, le signal boot. Et là, on frôle la microchirurgie. Sur la vidéo, on voit qu'il doit souder ce fil gris sur un point minuscule, mais pas directement. Il doit créer un pont diviseur de tension. Ouais, il doit souder une résistance de 1000 ohms et une autre de 100 ohms, et un fil bleu, le CNF1, sur une troisième patte de la carte. Attends, on injecte une tension modifiée artificiellement directement sur les pattes du microcontrôleur. C'est pas super dangereux? Un petit court-circuit et tout gris, non? Si, c'est très risqué. C'est pour ça que la valeur des résistances est vitale. Le but, c'est d'induire le processeur en erreur. Comment ça? À la microseconde où il s'allume, le processeur vérifie la tension sur cette broche précise. En voyant cette tension modifiée par les résistances, il reçoit l'ordre matériel de ne pas charger son logiciel de sécurité. Ah, donc il s'arrête en plein démarrage. Voilà. Il se met dans une sorte de végétatif, un mode d'attente minimaliste, et là, il obéit aveuglément au KETAG. C'est de l'horlogerie électronique, franchement. Faut une loupe binoculaire pour souder ça sans trembler. C'est une vraie opération à cœur ouvert. Mais tu sais ce qui m'a le plus surpris dans le manuel MyCar et les notes du technicien? C'est pas la soudure le plus flippant. Ah bon? C'est quoi alors? C'est la connexion Internet. Le manuel le met en gros en rouge. Il faut impérativement couper le Wi-Fi de l'ordi avant de lancer le logiciel K-Suite. Ah oui, la fameuse règle d'or absolue. C'est une question de survie pour l'outil. Mais pourquoi cette paranoïa? C'est pour éviter qu'un prenne le contrôle de la carte mère démontée sur le bureau? Non, le danger vient du fabricant de l'outil lui-même en fait. Faut savoir que beaucoup de techniciens utilisent des clones du KETAG. Des versions payées les abonnements hors de prix, c'est ça? Exactement. Ils modifient le boîtier pour faire sauter la limite des tokens, le nombre d'utilisations, mais le logiciel sur le PC, lui, il est programmé pour vérifier s'il a affaire à un outil officiel. Donc s'il a accès à Internet? Dès que tu ouvres le logiciel, il ping les serveurs officiels avec le numéro de série du KETAG. S'il détecte que c'est un clone, le serveur envoie instantanément une commande de destruction. Waouh! Une exécution à distance. Il verrouille le microprocesseur interne du boîtier KETAG. Il le crame numériquement. L'outil devient un presse-papier. Mais attends, si ça arrive pendant que le boîtier est en train de réécrire les CU de la voiture, si la connexion se coupe à ce moment-là? Bah là, c'est le scénario catastrophe. Le KETAG est en train d'effacer la mémoire de l'EMS 3110 et d'un coup, il s'arrête. Donc le calculateur de la voiture se retrouve sans système d'exploitation. Voilà, on dit qu'il est briqué. Il peut plus démarrer le moteur, il peut même plus communiquer avec l'outil diagnostic pour demander de l'aide. Il est mort. Une petite erreur de Wi-Fi et tu détruis des milliers d'euros de matos en une seconde.
Faut avoir les nerfs solides. C'est pour ça que la procédure est stricte, c'est pas un jeu. Du coup, ça m'amène à une vraie question. Donc, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Pourquoi les gars prennent autant de risques? Tu veux dire pourquoi ouvrir un boîtier scellé et souder des trucs microscopiques? Ouais, on pense souvent au tuning, tu sais. Les gens qui veulent reprogrammer leur cartographie pour gagner 50 chevaux sur leur Mégane, augmenter la pression du turbo. C'est une partie du marché, c'est vrai, la performance c'est ce qui fait rêver. Mais en épluchant nos sources, on voit que le but ultime de ces manips hyper complexes, c'est souvent beaucoup plus pragmatique. C'est lié aux réparations, n'est-ce pas? Absolument. La finalité majeure dont parlent les docs OBD Star, par exemple pour les calculateurs Siemens Sirius 32, c'est l'IMO off. L'IMO off, la désactivation de l'antidémarrage. C'est ça. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, c'est un enjeu colossal pour le droit à la réparation. Parce que les voitures modernes ont une chaîne cryptographique complète pour démarrer, c'est ça? Ouais. La clé a une puce RFID, le lecteur la lit, le module habitacle valide et envoie un code crypté au calculateur moteur. Et si le calculateur moteur d'origine prend l'eau ou crame à cause d'un court-circuit? Le constructeur te dit qu'il faut racheter un ESC neuf. Et ça peut coûter plus cher que la valeur de la voiture entière si elle a 15 ans. C'est fou. Si je vais à la casse, que je trouve exactement le même boîtier MS3110, je peux pas juste le brancher sur ma voiture. Non, parce qu'il n'a pas la bonne signature numérique. La voiture croira qu'on essaie de la voler et le démarreur tournera dans le vide. C'est comme devoir jeter une maison entière parce que t'as perdu la clé de la porte d'entrée. C'est absurde. C'est pour ça que la manipulation de Maiko est si importante. Il émule le calculateur pour retirer cette sécurité. Ah, avec ce qu'ils appellent le Julie Emulator Pro. Exactement. Le technicien utilise le mode boot pour lire le code hexadécimal. Il trouve les adresses mémoire de l'antidémarrage et il implante les clés virtuelles de l'émulateur. Donc il soude une petite puce supplémentaire à l'intérieur du calculateur ACU. Ouais. Et quand le calculateur demande le code de sécurité, l'émulateur intercepte la demande et envoie le bon code en boucle. Le calculateur croit que la vraie clé est là et boum, la voiture démarre. Et voilà, une voiture sauvée de la casse grâce à de la pure bidouille électronique de haut niveau. On redonne vie à du matériel sans dépendre des réseaux officiels. C'est un paradoxe de dingue, quand même. Pour faire de l'écologie de bon sens, pour réutiliser des pièces d'occasion, il faut maîtriser des techniques de pirate. Ça soulève une question super importante, tu vois, sur l'évolution du métier de mécanicien. C'est vrai. Le gars en bleu travaille, il écoutait le régime moteur, il regardait la fumée pour comprendre la panne. Le cas du Berlingo avec sa fiche débranchée, c'est presque nostalgique aujourd'hui. Totalement. Maintenant, pour trouver une panne, tu dois comprendre la topologie des réseaux CAN, manipuler l'hexadécimal, contourner des sécurités de processeurs tricore. Le mécano est devenu un analyste en cybersécurité, quoi. C'est clair, on est passé de la clé 12 au fer à souder microscopique. Et notre plongée dans cette EMS 31110, ça montre bien que le diagnostic moderne, c'est autant d'informatique que d'observation. Mais le pire, c'est que les constructeurs ont bien compris ce que font ces techniciens. Ils ferment les portes de plus en plus fort. C'est justement ça qui m'amène à une réflexion finale, un truc qui me trotte dans la tête. Vas-y, je t'écoute. 2 فولت. ها هي رونو. ها هو الكودياك. ها هي الفيشه راه راكبه لهيه. ها هو الكان لو. هذا الكان بيس المنخفض وهذا الكان بيس الهاي العالي. شوفوا شحال. راكم تشوفوا بالكونتاكت ها. 1.5. كان هاي مع الماس. شوفوا درك هذا 1 هنايا هذه عطاتنا 1 فولت والاخرى اللي عندنا ضايعه عطاتنا 2 وقال لك 2 مليحه. درك هذوك نزيدو ناكدوا. هنايا عندنا هذا الفولتاج خاطش هنا كاين الميموار ما راهاش وحدها. هنا راه في السياره مع الشاصي وهذا الباتري راه شويه طايحه وهنا عندنا لابي سلير باغ الكان بيس ماهوش وحده. ها هي 60 اوم خوتي. ها هي 60 اوم باتري منحيه 60 اوم. هذه هي انا نقول مليح في هذا الميموار. ان شاء الله نتلاقوا في الحلقه الجايه وشكرا على المشاهده. بريمي كونتاكت 2 فولت. راح نشوفوا هذا. Une vraie guerre technologique. D'un côté, on a des constructeurs qui cadenassent leur système de plus en plus fort, et de l'autre, des techniciens indépendants qui déploient des trésors d'ingéniosité pour conserver le droit de réparer. Donc pour résumer tout ce qu'on a découvert aujourd'hui, on a décortiqué l'anatomie de l'EMS 3010, on a compris pourquoi le réseau CAN est si fiable, pourquoi l'OBD est verrouillé, et comment utiliser des résistances et l'adaptateur Trace Data pour infiltrer le tricore en toute sécurité. On a aussi vu l'importance vitale de couper Internet pour utiliser le KTAG, et comment on extrait l'EEPROM pour faire un clonage ou un IMO-OFF. Les mystères matériels et logiciels semblent totalement levés. Semble levé, oui. Mais voilà le problème. Si
on revient au tout début de notre investigation, à nos notes de départ, on a toujours cette fameuse panne spécifique sur l'établi. C'est vrai. Parce que, malgré les masses vérifiées, malgré les 12 volts parfaitement branchés, malgré les lignes CAN prêtes à communiquer, et malgré toutes ces techniques de... Malgré tout ce savoir déployé, le calculateur Continental EMS 310 de notre point de départ, lui, reste désespérément silencieux. Le calculateur Continental EMS 310 cache encore des secrets. Ce que nous avons trouvé aujourd'hui n'est peut-être que la surface. Dans les domaines des calculateurs, chaque diagnostic ressemble à la mer. Calme en surface, mais profond dans ses mystères. Passons à l'étape suivante. La ligne de contact et la ligne PCI semblaient bonnes, mais l'enquête n'est pas terminée. Nous continuerons dans un prochain épisode. Et nous nous excusons auprès de vous de ne pas aller plus loin aujourd'hui, mais nous vous promettons que dans le prochain épisode, nous approfondirons avec un diagnostic précis du cerveau Continental EMS 3110. Parce que parfois, la vraie panne ne se révèle qu'à ceux qui savent attendre, observer et comprendre. À suivre. Dans le prochain épisode, mode boot ou calculateur réellement HS. نديرو كونتاكت. Couper le contact.